Oblige. On va commencer par Léana. Ah oui, on encourage, on applaudit. Alors, le conseil de lecture, quand on parle dans un micro, c'est de surtout parler proche du micro. C'est bon là ? Un peu plus haut peut-être. C'est bon là ? Est-ce que vous l'entendez bien ? Alors, je vous rappelle, comme je vous l'ai dit, ça va être filmé et le film pour le gagnant servira à la finale régionale, donc c'est important qu'on vous entende bien. D'accord. Ouais. Alors, Léane, j'ai plus de son. Quelque chose avant qu'elle commence, vous vous en êtes peut-être rendu compte, mais les gradins, les escaliers font énormément de bruit. Donc je vous demande de ne pas, si vous avez besoin de sortir, de ne pas sortir pendant la lecture, bien entendu, mais d'attendre que chaque lecteur ait terminé son passage si vous avez besoin de vous lever. Ah, avant de te laisser la parole, je vais... Oui, une question ? Oui, bien sûr, mettez les téléphones en veille, bien sûr. Alors, ce que je vais proposer à chaque enfant, déjà, c'est de nous dire quel est le livre qu'il lit, l'extrait, et surtout, pourquoi est-ce qu'il a choisi ce livre-là. Voilà. Alors bonjour, je m'appelle Léana et je viens d'une toute petite école rurale à Margon, à côté de Pézenas. Et j'ai choisi ce livre parce qu'il y a 3 ans, la maîtresse de CE2, CM1, CM2 a voulu qu'on découvre le feuilleton d'Hermès et nous avions adoré. Alors cette année, elle a voulu qu'on découvre le feuilleton d'Ulysse et elle a même rencontré l'auteur qui est Muriel Zac et elle nous a même fait une dédicace qui est juste ici. Alors moi j'adore la mythologie et les aventures d'Ulysse parce que je les trouve étonnantes. Il y a beaucoup d'action, de suspense et surtout énormément d'émotions. Et dans l'extrait que je vais vous lire, Ulysse veut rentrer chez lui à Ithaque, retrouver sa bien-aimée Pénélope, mais sur le voyage, il va rencontrer des sirènes qui veulent le détourner de son chemin. Où le chant des sirènes menace Ulysse. Les marins ramaient avec vigueur, et le bateau filait droit depuis de longues heures. Lorsqu'une petite île apparut à l'horizon, on aurait dit un gros caille noir posé sur la mer bleue. Quand le navire s'en approcha, le vent apporta avec lui les bribes d'un son mélodieux. « Les sirènes! Les sirènes !» Aussitôt, Ulysse bondit. Il distribua aux hommes d'équipage de petites boulettes en cire pour qu'ils se bouchent les oreilles. Certains hésitaient. L'un d'eux osa demander « Oh, Ulysse, on dit que le chant des sirènes est si beau. Je rêve de l'entendre. Est-il vraiment nécessaire de se boucher les oreilles ?» Mais le roi d'Ithaque fut inflexible. « Vous devez absolument éviter de les écouter, sinon vous en mourrez. Circé m'a bien prévenu. Allez, vite !» Ils avaient presque tous obéi, lorsqu'un d'eux s'aperçut qu'Ulysse, lui, ne se bouchait pas les oreilles. « Mais, et toi, notre capitaine ?» Sans répondre, Ulysse avait attrapé un gros cordage. Il plaqua son dos contre le mât du navire et donna l'ordre qu'on attache avec cette corde. Et serrait fortement les nœuds. Étonnés, les marins obéirent. Le son porté par le vent s'amplifiait. Ils bouchèrent tous leurs oreilles, tous, sauf Ulysse. Plus le bateau approchait de l'île, plus l'impatience d'Ulysse grandissait. Il fut bientôt suffisamment près pour que le son mélodieux que lui apportait le vent se transforme en chant. Jamais il ne lui avait été donné d'entendre musique aussi envoûtante. Le chant se faisait tour à tour. Ruisseau timide, serpentant paresseusement dans une prairie. Fleuve impétueux, emportant tout sur son passage. Cascade cristalline, ricochant sur les pierres d'une rivière. Oui, le chant des sirènes portant en lui toute la musique de la terre. Ulysse se laissa emplir par les notes et les voix des sirènes. Et voilà qu'elle appelait « Ô grand guerrier, confie-nous le récit de tes exploits. Ô grand Ulysse, viens chanter avec nous. » Maintenant, le bateau passait tout près de leur côte. C'est alors qu'il les aperçut, 3 belles sirènes, un corps parfait, mi-femme, mi-oiseau. L'une jouait de la harpe, l'autre de la lyre, et la troisième agitait de délicats grelots suspendus à son poignet. Envoûté, Ulysse tenta de défaire les nœuds qu'il attachait au mât. Il était comme ensorcelé.
Plus rien ne comptait, sauf son désir de courir et les rejoindre. Les larmes coulaient sur ses joues. Il cria à ses hommes. « Délivrez-moi! Desserrez cette corde! Par pitié !» Oubliez Pénélope et son bonheur auprès d'elle. Oubliez son désir de retourner vivre en paix. Ô Ulysse, tant vanté, nous chantons ta gloire et ta beauté. Viens nous rejoindre. Ulysse réussira-t-il à échapper aux dangereuses sirènes? À suivre. Merci. Merci beaucoup, Léana. De rien. Eh bien, je ne connaissais pas la petite ville de Margon, mais il s'y passe des choses. Alors, deuxième petit champion va nous lire un extrait d'une histoire où il y a aussi pas mal d'aventures. Ce pas les aventures d'Ulysse, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des orphelins Baudelaire? Oui. Alors, est-ce que Solane va nous rejoindre? Alors, peut-être un peu plus. Alors, Solane vient de Murviel-les-Montpellier, donc pas très loin d'ici. Et tu vas nous dire qu'est-ce qui t'a touché dans cette histoire? Moi, j'ai bien aimé cette histoire parce qu'il y a plein d'aventures et j'aime bien les trucs d'action. Ça a le mérite d'être... Ça s'appelle Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, tout commence mal, de Lémonis Miquet. Et je vais vous lire un passage du chapitre 1. Et en effet, là-bas, à l'autre bout de la plage noyée de brume, une grande silhouette avançait à longues enjambées en direction des enfants Baudelaire. Il y avait déjà 2 bonnes minutes que Prunille, les yeux écarquillés, s'égosillait pour signaler l'apparition quand Claude, enfin, leva le nez du crabe épineux qu'il examinait et aperçut la chose à son tour. Vite, il toucha le bras de Violette pour l'arracher à ses réflexions d'inventrice et murmura « Hé, t'as vu ça ?» L'apparition grossissait à vue d'œil et quelques détails déjà émergeaient de la brumaille. Au premier regard, la silhouette semblait de forme humaine, en version adulte, mais la tête était bizarre, tout en hauteur et plutôt carrée. « À ton avis, c'est quoi ?» souffla Violette. Claude cligna des yeux. « Aucune idée, mais on dirait que ça vient vers nous. »« Il n'y a que nous sur cette plage, » fit observer Violette, vaguement inquiète. « Vers qui voudrais-tu que ça vienne, à part nous ?» Elle resserra sa main gauche sur le petit galet lisse et plat qu'elle venait de sélectionner en vue d'un ricochet longue distance. Pour un peu, elle aurait bien lancé sur la fourme un mouvement, tant celle-ci faisait froid dans le dos. « Ce qui lui donne l'air effrayant ?» dit Claude, comme s'il lisait les pensées de son aîné. « C'est ce brouillard, tout bêtement. » Et c'était vrai. Lorsque l'apparition fut proche, les enfants virent avec soulagement que loin d'être un monstre abominable, c'était quelqu'un qu'ils connaissaient. Monsieur Pouet était un ami de monsieur et madame Baudelaire, et les enfants l'avaient vu maintes fois à la table du dîner. Monsieur Pouet retira son haut de forme, ce couvre-chef qui lui avait fait, dans le brouillard, une grosse tête rectangulaire, et il resta planté un moment à tousser avec application dans un grand mouchoir blanc. Violette et Claude s'avancèrent pour lui serrer la main poliment. « Comment allez-vous » dit Violette. « Comment allez-vous » dit Claude. « What are you » cria Prunille. « Très bien, merci » répondit monsieur Pouet. Mais il avait l'air fort triste. Durant de longues secondes, plus personne ne dit rien. Les enfants se demandaient ce que faisait monsieur Pouet sur la plage de Malamé
quand il aurait dû être en ville, à la banque où il travaille. Il n'était pas en tenue de plage. Belle journée, n'est-ce pas? Finit par hasarder Violette pour dire quelque chose. Prunille émit un crachouillis d'oiseau en colère, et Claude la prit dans ses bras. Oui, belle journée, répondit M. Pouet d'un air absent, les yeux sur la grève déserte. Hélas, j'ai de bien tristes nouvelles pour vous autres enfants. Les 3 jeunes Baudelaire le regardaient sans mot dire. Violette, un peu gênée, soupesait le galet dans sa main gauche. Elle se félicitait de ne pas l'avoir jeté sur M. Pouet. Vos parents, annonça M. Pouet, ont péri dans un terrible incendie. Merci Solane. Mais vous m'avez l'air bien joyeux là, ils viennent de mourir dans un terrible incendie, puis vous rigolez. Bon, bah, on va continuer alors. Hein. Je vous sens d'humeur cruelle. Que diriez-vous de manger une tarte au fée? Vous avez déjà goûté? Ah oui, tout de suite. Hein. Eh bien écoutez, c'est Ilias qui va nous raconter tout ça. Bonjour Ilias. Bonjour. Alors, la tarte au fée, explique-nous un peu tout ça. La tarte au fée, je vais vous lire La tarte au fée de Michael Escoffier, illustré par Chris Di Giacomo. J'ai choisi ce livre parce qu'il est très rigolo. La première fois que je l'ai lu, je l'ai trouvé je l'ai bien aimé et je ressens ce qu'eux ils ressentent. Et c'est un dialogue entre un papa crapaud et son fils crapaud qui se prennent pour des dragons. Il lui prépare une tarte au fée, mais c'est une tarte aux limaces et il va lui raconter des bêtises pour lui faire croire que c'est une tarte au fée. Bon, écoutons les discours entre papa crapaud et fils crapaud alors. Papa, papa, j'ai faim. Papa, papa, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Voilà, ça vient, monsieur est servi. Attention, c'est chaud. Papa, c'est quoi ça? Ça, c'est une bonne grosse tarte au fée. Rien que pour toi. C'est bizarre, on dirait des limaces. Des limaces? Elle est bien bonne celle-là. Tu crois que j'essaierai de te faire manger des limaces en les cachant dans une tarte? Quelle imagination, les enfants. Et pourquoi je ferais un truc pareil, hein? C'est fou ça. Parce que j'aime pas les limaces. Déjà, hier, ta purée de licorne, elle avait un goût de vase. Et lundi, j'ai pas trouvé une seule arête dans ma soupe de sirène. Mais c'est très bon, les limaces. C'est plein de jus et ça croque sous les dents. Mais l'effet, c'est encore meilleur. Tu sais que je me suis donné un mal de chien pour en trouver. Au marché, il n'y en avait plus. J'ai dû les attraper moi-même dans la forêt avec un filet à papillons. Allez, mange vite, ça va refroidir. Papa, pourquoi elles ont badé, elles, tes fées? Pourquoi? Mais parce que je les ai enlevées. Tiens, regarde, c'est écrit là. Toujours enlever les ailes de fée avant de les faire cuire. Sinon, ça coince dans les dents. Burk. Papa, c'est vrai qu'on est des dragons? Bien sûr qu'on est des dragons. Attends, qu'est-ce que tu vas chercher là? Mon père était un dragon. Le père de mon père était un dragon. Alors, je vois pas ce qu'on pourrait être d'autre. Des crapauds peut-être? Non, je rigole. Papa, si t'es un dragon, tu dois savoir voler. Oui, bien sûr que je sais voler. Finis ta tarte. Si je finis, tu me montres? Si tu veux, mange. C'est vrai, promis? Oui, promis, allez. Fini! Papa, t'as promis. Bon, je suppose que je n'ai plus le choix. Oh là, c'est eux. Tu regardes bien, je le ferai pas 2 fois. Vas-y, papa, tu regardes, hein? Oui, vas-y. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Papa! Alors, t'as vu, c'est facile. Ouah, papa, tu voles. Ben tiens, je vais me gêner. Bouge pas d'ici, je vais faire un tour. Dis à ta mère que je risque de rentrer tard. Papa, attends, j'ai encore faim. Il reste de la tarte. Dans le frigo. Maman, c'est lourd.
Un petit effort, ma chérie. Pense à la bonne tarte que je vais te préparer avec ce gros dragon bien dodu. Merci, Ilias. Ah, vous vous attendiez pas à ça quand j'ai parlé de la tarte aux fées. Alors, on va continuer nos aventures littéraires, toujours dans le monde de la magie. Alors, Lise a choisi de nous lire un extrait des Sorceliers. C'est de la série Tara Duncan. Et tu vas nous dire pourquoi tu as choisi ce livre. J'ai choisi ce livre parce que il m'a vraiment beaucoup touchée. À chaque fois, je me rappelais de tous ces passages et c'était vraiment... j'avais toujours envie de le relire et à chaque fois que je lisais un passage, je voulais tout de suite savoir la suite. Donc je vais vous lire un extrait, l'extrait où Tara Duncan, la sorcière, et son amoureux Robin se sont échappés de chez leurs amis les Sangraves et qu'ils se retrouvent sur une île déserte avec leurs compagnons. Parmi eux se trouve une naine, Fafnir, qui se met à cueillir des fleurs magiques pour effacer toute magie en elle. Alors qu'elle commençait à arracher des fleurs, elle perçut comme un gémissement sourd et le buisson de fleurs frémit. Surprise, elle s'interrompit. Le gémissement s'évanouit. Elle coupa une autre rose et celui-ci reprit de plus belle. Sur ses mains, la sève de la rose ressemblait presque à du sang tant elle était foncée. Pendant qu'elle cueillait ce dont elle avait besoin, Robin fit un petit feu. Puis il dépouilla un arbre de son écorce et, dans le bol ainsi créé, commença à faire bouillir de l'eau. La naine lui remit les roses mêlées de son sang. « Voilà, annonça-t-elle avec satisfaction, tu devrais en avoir assez pour la décoction. Fais-la bouillir puis réduire jusqu'à ce que le jus brun clair devienne totalement noir. » Soudain, Manitou cria. « Aïe, 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 je crois que nous avons des ennuis. »« Quoi ?» demanda la naine d'un ton agacé. « Ça, » répondit le chien en désignant de la patte la petite centaine de mangeurs de boue qui venaient silencieusement d'émerger de leur terrier sur les rives du lac. « Tu crois qu'ils vont traverser ?» demanda Fabrice avec inquiétude, en détaillant les longues dents et les griffes de fouisseurs de leurs assiégeants, qui se mirent à glapir et à s'agiter en les apercevant. « Non, ils ne sont pas fous, » répondit Fafnir. « Et je vous parie une mine d'or contre une mine de sel que ces gars-là obéissent à notre copain le maître des Sangraves. »« Mince !» jura Cal en écarquillant ses yeux gris. « C'est une catastrophe !»« C'est peu dire, parce que maintenant, on est coincé sur cette île. » Ça en donne des frissons dans le dos. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres raisons de frissonner, encore et encore et encore. Merci beaucoup, Lise. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des deux gredins ? Il y a quelqu'un qui en a entendu parler, il s'est levé direct. Carlo ?
Donc Carlo va nous lire un extrait de ce roman Ouais, oui. écrit par Roald Dahl. Et peut-être présente-nous ce roman rapidement avant de commencer ta lecture. Alors, ça parle de deux époux abominables qui adorent se jouer des tours démoniaques. Et alors, un jour, le mari a enfermé dans une cage la famille de Bob, qui sont des singes. Et ces singes veulent se venger de ces gredins d'époux. Et le morceau que je vais vous lire s'intitule « La grande élongation ». Compère Gredin traîna Commère Gredin dans le jardin, où il avait tout préparé pour la grande élongation. Une centaine de ballons, des ficelles, une bouteille de gaz pour gonfler les ballons, un anneau de fer fixé au sol. « Par là !» dit Compère Gredin. Il désigna l'anneau. Il attacha solidement les chevilles de son épouse. Puis il gonfla les ballons de gaz et les ficela au cou, au bras, au poignet et même aux cheveux de Commère Gredin. Bientôt, 50 ballons multicolores flottaient au-dessus de la tête de la vieille. « Tu sens que tu t'allonges ?» demanda Compère Gredin. « Ça marche, je me dératatine !» cria Commère Gredin. « Je m'étire comme un élastique !» Il ajouta 10 autres ballons. Commère Gredin se sentit irrésistiblement attirée vers le ciel. Complètement tendue, elle ne pouvait plus bouger le petit doigt. La malheureuse était prisonnière, pieds et poings liés, à merci de son époux. Et le Gredin pensait la laisser ainsi, suspendue entre ciel et terre. Un jour ou deux, afin de lui donner une bonne leçon. Il allait donc la planter là, lorsqu'elle ouvrit son grand clapet. « Vérifie que je suis bien attachée au sol !» dit-elle étourdiment. « Si les ficelles craquent, je suis perdue !» Commère Gredin aurait mieux fait de se taire. Elle venait de donner à son Gredin d'époux une idée encore plus horrible. « Ces ballons pourraient m'emporter sur la lune !» s'écria Commère Gredin. « T'emporter sur la lune ?» s'exclama Compère Gredin. « Quelle idée abominable ! Grand Dieu, je serais bien malheureux si pareille chose arrivait. »« Et moi donc !» renchérit Commère Gredin. « Attache vite d'autres ficelles à mes cuisses, je me sentirai plus tranquille. »« J'y cours, mon ange !» dit-il avec un sourire de vampire. Il s'agenouilla près de l'anneau, sortit son canif de sa poche et d'un seul coup, trancha les ficelles qui rattachaient Commère Gredin à la terre ferme. La malheureuse fut projetée à la verticale comme une fusée. « Au secours !» hurla-t-elle. « À moi !» Hélas, rien ni personne ne pouvait plus la sauver. En quelques secondes, elle était déjà un petit point noir dans le ciel bleu et continuait à monter. En bas, Compère Gredin se frottait les mains. Lancement réussi sur la vieille harpie. Quel coup de chance inespéré. J'en suis débarrassée à jamais. Merci Carlo. Il faut quand même noter quelque chose sur cet extrait. Parce que si vous n'avez pas lu Compère Gredin, précipitez-vous à la librairie Nemo pour aller l'acheter, bien sûr. Mais c'est peut-être le seul passage où Commère Gredin, qui est quand même une femme absolument horrible et abominable, nous ferait presque de la peine. Ce qui est quand même assez rare dans le livre. Alors, on continue. Alors, maintenant qu'on est monté avec Commère Gredin dans les nuages et dans le ciel, on va rester un peu dans l'espace. Et on va changer de registre par contre. On va aller retrouver un classique, Le Petit Prince. Et donc c'est Wissam qui va nous rejoindre.
Et pendant qu'on monte le micro, on te laisse nous présenter pourquoi tu as choisi ce livre. Bonjour, je m'appelle Wissam. J'ai choisi ce livre car je suis tombée par hasard dans la bibliothèque et ça m'a donné envie de le lire. Et ça parle d'un enfant qui va raconter son histoire quand il était petit garçon et il avait une très grande imagination. Quand il voulait dessiner, il montrait aux grandes personnes, mais il savait pas il trouvait pas vraiment la même chose que ce que lui il avait dessiné. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent bois qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents bois avalaient leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2, il était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara. Ça n'a pas trop... Quand je rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais expérience sur elle de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible, mais toujours, elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors je ne parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée, je lui parlais de bridge, de golf, de poétique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis endormie sur le sol à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » Hein ? Dessinez-moi un mouton. J'ai sauté sur mes 2 pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Merci Wissam. Alors, écoutez, on continue dans l'espace avec plutôt de la science-fiction, il me semble. Je vais demander à Gabriel de nous rejoindre et il va nous lire un extrait des Mondes de l'Alliance. Donc le tome 1 s'appelle L'ombre blanche. C'est bien ça ? Oui. Bon.
C'est bien, c'est que j'ai les bonnes notes hein, et tout. Alors Gabrielle, tu vas nous présenter le livre et l'extrait que tu as choisi ? Oui. Et il faut bien parler près du micro. Aujourd'hui, je vais vous présenter un extrait du livre des Mondes de l'Alliance de David Moité. J'ai découvert ce livre grâce à mon frère qui l'a lu et j'ai bien aimé moi aussi. Et le passage que je vais vous lire, ça va être au moment où le héros et ses camarades ils vont tenir une embuscade aux méchants. Depuis un long moment, les chasseurs attendaient leur proie tapie dans les fougères. Nato se força à rester immobile, malgré une furieuse envie de se gratter. Et cette patrouille qui n'arrive pas... À plusieurs reprises, le jeune homme se demanda s'ils allaient vraiment passer près d'eux. Discrètement, il observa les alentours. Un petit sifflement se faufila entre les branches des arbres. Le signal. Scrub, perché à 10 mètres de hauteur, malgré sa corpulence, leur indiquait que la patrouille était en approche. La réussite de leur entreprise tenait en un mot, surprise. Dissimulés dans les buissons, Nato vit arriver 3 mercenaires à une trentaine de mètres, un taurin et 2 humains. La consigne était d'attendre le plus longtemps possible avant d'agir. Les 2 humains étaient en pleine conversation, tandis que le taurin semblait sur ses gardes, balayant la jungle de ses petits yeux enfoncés dans des orbites massives. Comme convenu, James tira en premier, immédiatement suivi de Siriaï. On entendit à peine le chuintement de leur sarbacane. Le moment était crucial. Avaient-ils atteint leur cible et surtout, avaient-ils réussi à toucher une zone qui n'était pas protégée par une combinaison ? Le premier humain se frappa machinalement le cou, pensant avoir été piqué par un moustique. Lorsque sa main rencontra les 10 centimètres de bois empoisonné, ses yeux s'agrandirent d'effroi. Il tenta de prévenir ses camarades, mais sa langue ne fonctionnait déjà plus. Sa respiration se bloqua et il s'effondra. Bientôt suivi par l'autre victime des sarbacanes. Le taurin comprit immédiatement qu'ils étaient attaqués et pointa son arme en direction de la forêt. Mais le danger pouvait venir de partout. Une rafale, tirée au jugé, fit pleuvoir des cadavres de feuilles, sans toucher le moindre adversaire. Affolé, il se retourna et repartit à toutes jambes de l'endroit où il était arrivé. La flèche de Narvik le cueillit à la base de la cuisse et il s'effondra en criant. La seconde suivante, Scrub était sur lui et terminait le travail avec son couteau. La première phase de l'opération Dernière Chance était une réussite. Nato observa les 3 corps gisant au sol. Ses nombreuses heures d'entraînement ne l'avaient pas préparé à cela. Dans les vrais combats, des hommes mouraient, et ceux qui venaient de mordre la poussière avaient rejoint le grand néant à cause de lui. Merci Gabrielle. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont venues vous écouter. Hein. J'ai envie de dire bravo aussi à tout ce public qui... Enfin bravo, vous avez bien raison de venir écouter des textes. Alors on continue. J'adore le titre de ce livre. Les chroniques du mari qui pue. On n'est pas loin de la tarte aux fées. Hein. Alors, c'est Corentin. De toute façon, pour choisir un titre pareil, c'est bien que tu es un petit peu farceur. Ouais, ouais. Non, plus sérieusement, tu nous expliques les chroniques du mari qui pue. C'est un héros qui s'appelle Jean-Michel, c'est un écolier, et il est allé dans une dimension un peu parallèle, et il doit tuer le docteur Kalidou, un méchant. Il est accompagné de ses amis, Norbert, un ogre pas très malin, de
de Randolph, un sage, et de sa perruche, Véronica. Et le baron de cet endroit, c'est le baron Cornu. Et c'est l'épisode 3. Dans la clairière, le docteur Kalinou s'adressait à présent aux magiciens et à ses nouveaux invités. « Tout le monde pense que je suis fou, dit-il. »« Tu es fou, marmonda Randolph dans sa barbe. »« Tout le monde pensait aussi que j'allais échouer, continua Kalinou. Mais moi, le grand Kalinou, j'ai prouvé que j'étais le meilleur. » Il se tourna et montra le lapin géant. Jean-Michel secoua la tête. Le lapin avait une oreille plus longue que l'autre et il donnait l'impression de loucher. Une porte s'ouvrait sur son torse. « J'ai tout essayé pour pénétrer dans le château du baron Cornu. Tout. Les rideaux chantants, les armoires ensorcelées. Je savais bien que Kalinou était derrière tout ça, commenta Véronica. Mais cette fois, je suis sûre de ma réussite. Ma ruse triomphera là où la force a failli. À l'intérieur de ce lapin de bois sera dissimulée une escouade d'élite entraînée par mes soins. » Il gloussa. « Je placerai le lapin devant le château et ferai annoncer que c'est un présent pour le baron. Il ne se doutera de rien et le fera pénétrer derrière les murailles. Dès que sonneront les 12 coups de minuit, mon escouade sortira du lapin et ses yeux bleus lancèrent des éclairs. Et je deviendrai le maître du marais qui pue. » Il s'interrompit pour se tourner vers Roger le Plissé. Le sort d'animation. Tout de suite, imperturbable, Roger le Plissé s'avança, dressa les bras et entonna une incantation. Les roues du lapin se mirent à avancer. Jean-Michel n'en croyait pas ses yeux. « Yes !» s'écria le docteur Kalinou. « Ça marche! Je suis un génie !» Ses yeux bleus étaient exorbités. « Le temps de mon règne est venu. À présent, nous pouvons entrer dans le lapin géant. »« Pas si vite, Kalinou !» lança une voix. Un gros chat rose à rayures bondit par-dessus la barrière. Sur son dos, une princesse guerrière brandissait son épée. « Sniffy !» dit Jean-Michel. « Brenda !» cria Randolph. « Lick !» hurla Quentin en sautant dans les bras de Norbert. Brenda sauta à bas de sa monture, se campa devant le docteur Kalinou et le menaça de son arme. « Relâche tes prisonniers, être infâme !» rugit-elle. « Jamais !» tonna Kalinou. « C'est ce qu'on va voir !» rétorqua la princesse en faisant siffler la lame de son épée. Swish, swish, swish. En 3 coups, elle réduisit en lambeaux la tunique du docteur Kalinou, qui n'était qu'autre qu'un gros nounours rose avec des yeux bleus et des papates boudinées. « Quoi ?» s'écria Jean-Michel. « C'est ça le terrible docteur Kalinou ?» Roger le Plissé plissa les yeux. « Je suis sûre de vous avoir déjà vu quelque part. » Il se tourna vers Randolph. « N'est-ce pas? N'aviez-vous pas? Taisez-vous. Oups. Pardon, maître, » s'excusa Randolph. « C'est tout lui, » ajouta Véronica, toujours en train de cacher quelque chose. « Quand allez-vous vous décider à regarder la vérité en face ?» Merci Corentin. C'est bien aussi, c'est que avec vous pouvez, enfin vous les parents et les enfants, vous pouvez faire votre commande de prochains livres à lire. C'est pratique, hein, ça donne envie quand même. Allez, on continue avec une histoire touchante. Akita. C'est Léa qui a choisi cette histoire de chien. Et c'est un chien pas comme les autres. Tu nous expliques ? Alors, c'est l'histoire d'Akita, un chien qui est enlevé par des voleurs, où il est maltraité, dans un chenil où il est maltraité. Et il va réussir à s'enfuir, mais la maison de ses maîtres, elle est très loin. Et quand il va arriver, il va voir qu'un Doberman a pris sa place. C'était l'heure de la première ronde. Alors, mu par une force qu'il ne contrôlait pas, Akita descendit et fit sa ronde, mais à l'extérieur du mur. 4 fois au cours de la nuit, il reprit le même chemin. Ses maîtres l'avaient rejeté. Il continuait pourtant de veiller sur eux. Le matin, il vit le maître sortir.
monter vers le bûcher. Il entendit appeler et siffler. Il ne broncha pas. Le souvenir des coups l'emportait sur son envie d'affection. Durant des nuits et des nuits, Akita continua ses rondes. Un soir, sur son chemin, il trouva même sa propre gamelle pleine de bonne soupe. Il flaira, mais ne put se résigner à manger. Sa peine dominait sa faim. Akita maigrissait. Il se bornait à boire à une source qu'il connaissait. Mais il n'avait pas la moindre envie de nourriture. Petit à petit, sa belle force quittait son corps. Il lui arrivait de trébucher. Il avait du mal à remonter sur sa colline. Lorsqu'il y était, c'était pour continuer à suivre de l'œil le va-et-vient de ses maîtres et de cet imbécile déflanqué qui gambadait près d'eux. Les voix continuaient d'appeler « Akita, Akita !» Le sifflet aussi lui perçait les oreilles. Tout disait « Viens, nous t'attendons !» Mais l'autre chien était toujours là. Et Akita sentait qu'on l'aimait. Une nuit, alors qu'il avait passé une partie de la journée à dormir, il descendit tout de même pour sa ronde. Ses pattes le portaient à peine. Il dut s'arrêter au moins 10 fois au long de ces sentiers que, jadis, il parcourait au triple galop. Arrivé près du mur, il parvint cependant à faire le tour de la propriété. Il se croyait encore de taille à mordre un intrus qui eût attaqué ses maîtres. Devant le portail, il se coucha, espérant que reviendrait en lui la force de remonter jusque sur la colline. Mais il s'endormit. Au matin, dans un brouillard de bruit et de lueur, ce furent la voix lointaine et le visage vague de son maître qu'il crut voir et entendre. « Akita, mon beau, viens, viens, je te sauverai. Pardon, Akita, j'ai été injuste. » Il sentit qu'on l'emportait. Quand son maître le déposa sur le divan d'un salon où il n'était jamais entré, et qu'une main s'approcha, il trouva la force de soulever sa tête et de lécher les doigts. Ce fut son adieu. Sa bonne grosse tête retomba sur le coussin. Un gros soupir fit vibrer sa lèvre. Akita, le fidèle gardien, venait de rendre son dernier souffle dans cette maison où il n'était jamais entré. Merci Léa. Comme quoi, l'émotion, ça se transmet, et c'est pas juste le rire. C'est pas plus facile d'ailleurs de transmettre l'émotion que le rire. Ça me fait plaisir parce qu'on sent quand même que vous êtes tous beaucoup entraînés, et on sent que vous n'êtes pas là par hasard, quoi. Allez, je ferai un mauvais jeu de mots, je regarderai l'heure et je dirai « Ah, mais c'est le temps des histoires pressées », mais je ne vais pas faire ce jeu de mots. Et je vais plutôt proposer à Zoé de nous rejoindre. Alors, les histoires pressées, c'est vrai que je n'ai pas donné à chaque fois le nom de l'auteur de chaque livre. Bon, il a été écrit par Bernard Friot, qui est quand même connu pour son humour. Tu es d'accord avec moi? Oui. Alors, on te laisse nous expliquer ton choix. J'ai choisi ce livre parce que je connaissais déjà l'auteur et que mon père m'a conseillé ce livre car il était drôle. Alors, c'est des nouvelles, des petites histoires et j'ai choisi l'événement. C'est vraiment ennuyeux de se lever le matin et de sortir de son lit pour toute une journée. Aujourd'hui, au petit déjeuner, j'ai trouvé un serpent à sonnette dans la boîte à sucre. Hier, c'était un serpent à lunettes. Et puis, je n'ai pas pu boire mon chocolat parce qu'il y avait une sirène qui nageait la brasse dans ma tasse. J'ai voulu me couper une tartine. Le pain s'est mis à parler. Il m'a dit d'une voix ensommeillée: « Tu ferais mieux d'aller te laver les mains. » Dans la salle de bain,
Une sorcière s'était amusée à transformer mon peigne en prince charmant et mon père en mille pattes. J'ai dû dire à mon père d'aller s'essuyer les pieds ailleurs que dans le lavabo, et je demandai à la sorcière d'arrêter ses bricolages. En passant par le salon, j'ai vu mon petit frère qui mangeait la télévision. Et après, il s'étonne d'avoir mal au ventre. Je suis retournée dans ma chambre et, comme d'habitude, je me suis disputée avec ma sœur. C'est la 1000e fois au moins que je lui dis de ne pas déployer ses ailes dans la chambre. Elle sait très bien que ça me fait éternuer, tousser, cracher et que je ne peux plus respirer. Furieux, je l'ai jetée par la fenêtre et elle est allée se percher sur un poteau électrique. Ensuite, j'ai couru après mon cartable qui sautait comme un kangourou et je l'ai attrapé au lasso. Ça va, je suis entraînée. Je n'ai pas pu prendre l'ascenseur parce que des souris l'avaient transformé en discothèque. Elles avaient l'air de bien s'amuser. J'ai descendu 4 à 4 les escaliers et j'ai bousculé Monsieur le bar qui allait promener son alligator. Et j'ai failli renverser une vieille dame qui marchait sur les mains. En sortant de l'immeuble, j'ai dû prendre mon élan pour sauter par-dessus le ravin qui remplaçait le trottoir. Comme toujours, des gens distraits étaient tombés dedans et on les entendait hurler. Et j'ai pensé, si ça continue comme ça, je vais mourir d'ennui. Pourquoi ne m'arrive-t-il jamais rien à moi? Mais juste à ce moment-là, quelqu'un m'a frappé sur l'épaule. C'était Marie. Elle m'a fait un clin d'œil et elle a dit « Salut !» Et puis elle a disparu dans la foule. Je l'ai regardée s'éloigner et tout à coup, dans ma tête, ça s'est mis à chanter. Merci Zoé. Continuons. Alors Louise va descendre nous lire un extrait d'Ulysse 15. Alors, bien sûr, on pourrait penser, comme le premier extrait lu par Léana, qu'il s'agit encore des aventures d'Ulysse et que, décidément, la mythologie a fait encore rêver les jeunes, mais pas du tout. Alors, de quoi ça parle, Ulysse 15 ? Ça parle d'un petit garçon qui est un petit peu feignant et de son chat Farine. Ils ont plein de points communs. Et un jour, la vie d'Ulysse va être chamboulée et vous allez savoir tout de suite pourquoi. À chaque rentrée scolaire, quand mes parents me proposent de m'inscrire au judo, au taekwondo, à un cours de chant ou bien d'équitation, ils ont les mêmes arguments idiots. C'est excellent pour la coordination, la poterie, dit mon père. Et les échecs musclent le cerveau. L'escrime développe les réflexes, ajoute ma mère. Je sais bien qu'ils aimeraient que je sois plus rapide, plus adroit et plus malin, comme Jules. Et j'accepte de faire un cours d'essai. Je teste l'aïkido, la boxe, les échecs, le macramé ou le hip-hop. Et au retour du cours, j'annonce que je me suis fait un peu mal ou que le prof crie tout le temps. Chaque année, mes parents râlent, mais chaque année, ils renoncent. Le week-end aussi, ils ont 50 projets par minute. Ils ne me laissent pas en paix une seconde. Tu préfères une visite du musée des arts et traditions populaires ou bien une randonnée de 10 km avec nous? Pour finir, ils partent sans moi visiter, nager ou s'entraîner. Alors, le samedi matin, enfin seule, je m'allonge sur le canapé. J'adore brosser le poil de mon chat Farine dans un sens, puis dans l'autre. Une rotte de bonheur absolu et tirée de tout son long. Farine est mon meilleur ami. On a les mêmes goûts. Je préfère rester tranquille, voir la nuit tomber et le câliner. Farine aime paresser au soleil, attendre sa pâtée et ronronner après moi. Quand je l'ai trouvé dans la rue, il n'était encore qu'une mignonne boule de poils noirs avec une minuscule tache blanche sur le bout du museau. Mes parents ne voulaient pas d'un chat à la maison. J'ai dû les supplier. Mamie dit qu'un animal, c'est excellent pour l'équilibre affectif. Et ils n'ont rien trouvé à répondre cette fois. Depuis,
Farine a triplé de volume. Mais il est en pleine santé et non pas grassouillé comme le prétend ma mère. Mon père dit que les chats ont un regard inexpressif. C'est archi faux. Quand je le fixe bien, Farine plisse des yeux et on se comprend parfaitement. Farine est très intelligent. J'adorerais être un chat moi aussi. Les chats sont sages. Ils peuvent passer une journée sur un canapé. Ils détestent l'eau et ne montent jamais sur un bateau. Mes parents auraient préféré un chien qui remue la queue, donne la papate ou rapporte la baballe, comme ils auraient préféré un fils intrépide qui saute sur un ballon à la moindre occasion. Mon père critique sans arrêt Farine, même si je l'ai déjà surpris à l'appeler mon gros chacha ou Roudoudou d'une voix tout attendrie. Ce chat ne fait que manger et roupiller à longueur de journée. Il finira obèse. Il ne sait même plus grimper aux arbres. Alors, il traîne d'autorité Farine dans la cour, en concluant « Un chat, ça vit dehors ». Puis il ajoute chaque fois « Ulysse, tu devrais sortir aussi. À ton âge, je jouais dans la rue chaque jour, même sous la pluie. Allez, zou, va prendre un grand bol d'air. » Et je m'imagine buvant l'air à plein bol, puis m'envolant, gonflé comme un ballon. D'habitude, le samedi, après avoir peigné Farine, je me cale sur le canapé, avec un magazine, une assiette de thon sur les genoux. Je lis, Farine mange. Il me lèche les bouts des doigts pour me remercier. Rien n'a jamais perturbé ce programme, jusqu'à aujourd'hui, car Farine a disparu. Merci Louise. Farine a disparu et vous restez là. Allons chercher Farine. Bon, bref. On sent que je fatigue un peu. Je suis lucide. Bon, allez, encore un grand classique. Mais là, on termine avec un doublé de classique. Le Seigneur des Anneaux. Ah, c'est du lourd, hein. Et c'est Ilan qui vient nous lire un extrait du chef-d'œuvre de Tolkien. Bonjour. Bonjour Ilan. Oui, je crois. Un peu plus haut peut-être, non? Bon. Eh bien écoute, tu nous expliques ton choix et on t'écoute lire un extrait. J'ai choisi ce livre parce que quand la maîtresse elle a dit qu'il y avait le concours, c'est celui que j'étais en train de lire. C'est QFT. Il devrait être bien ici. Je lui laisse tout, naturellement, sauf quelques broutilles. J'espère qu'il sera heureux une fois habitué à être à son propre compte. Il est temps pour lui d'être son propre maître à présent. Tout dit Gandalf? L'anneau aussi. Vous en étiez convenu, vous vous le rappelez? Oui, je le suppose, balbutia Bilbon. Où est-il? Dans une enveloppe, si vous tenez à le savoir, dit Bilbon avec impatience. Là, sur la cheminée. Enfin non, le voici dans ma poche. Il marqua une hésitation. N'est-ce pas curieux, voyons, se dit-il doucement à lui-même. Oui, après tout, pourquoi pas? Pourquoi ne resterait-il pas ici? Gandalf scruta le visage de Bilbon. Il y avait une lueur dans ses yeux. Je crois que je le laisserai derrière, Bilbon, dit-il doucement. Vous ne voulez pas? Enfin, oui et non. Maintenant que j'y suis, je n'aime pas du tout m'en séparer, je puis le dire. Et je ne vois vraiment pas pourquoi je le ferai. Pourquoi le voulez-vous? Un curieux changement se fit dans sa voix. Le soupçon et l'ennui le rendaient acerbe. Vous êtes toujours à me tarabuster avec mon anneau, mais vous ne m'avez jamais embêté au sujet des autres choses que j'ai acquises dans mon voyage. Non, mais il me fallait vous tarabuster, dit Gandalf. Je voulais connaître la vérité, c'était important. Les anneaux magiques sont, magiques, et ils sont rares et curieux. J'avais un intérêt professionnel pour votre anneau, pourrait-on dire. Et je l'ai toujours. J'aimerais savoir où il est, si vous allez de nouveau vagabonder. Je trouve aussi que vous l'avez eu tout à fait assez longtemps. Vous n'en aurez plus besoin si je ne me trompe du tout au tout. La figure de Bilbon s'empourpra et une lueur de colère passa dans ses yeux. Son bon visage se durcit. « Pourquoi pas » s'écria-t-il.
Et en quoi cela vous regarde-t-il de toute façon de savoir ce que je fais de mes propres affaires? Il est à moi, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est à moi qu'il est échu. Oui, oui, dit Gandalf, mais ce n'est pas la peine de vous mettre en colère pour ça. C'est de votre faute si je le suis, dit Bilbon. L'anneau est à moi, je vous dis, à moi personnellement. Mon trésor, oui, mon trésor. Le visage du magicien demeura grave et attentif, et seule une petite lueur vacillante dans ses yeux enfoncés montrait qu'il était saisi, voire alarmé. Il a déjà été appelé ainsi, dit-il, mais pas par vous. Eh bien, je le dis maintenant, et pourquoi pas? Même si Gollum disait la même chose autrefois, l'anneau n'est plus à lui, mais à moi. Je le garderai, je le déclare. Gandalf se leva, il parla d'un ton sévère. Ce serait stupide de votre part, Bilbon. Chaque mot que vous prononcez le montre plus clairement. L'anneau a une bien trop grande prise sur vous. Abandonnez-le, et alors vous pourrez partir vous-même libre. Merci, Ilan. Que d'aventure, que d'aventure. Et nous allons appeler la dernière lectrice de la session 2018. Camille. A elle aussi choisi un livre lourd de signification et de sens, puisqu'il s'agit du journal d'Anne Frank. Donc je laisse t'installer, puis nous dire pourquoi tu as choisi ce livre. Bonjour, j'ai choisi ce livre parce que c'est une histoire qui me touche. Et je vais vous lire un extrait du journal d'Anne Frank. C'est un roman graphique réalisé par Harry Folman et David Polonsky. Anne Frank est une jeune fille juive née le 12 juin 1929 à Francfort. Sa famille émigre à Amsterdam, aux Pays-Bas, en 1933. Elle connaît une enfance heureuse jusqu'en 1942 malgré la guerre. Le 6 juillet 1942, les Frank s'installent clandestinement dans l'annexe où Anne écrit son journal. Le 4 août 1944, les clandestins sont arrêtés sur dénonciation. Déportée au camp de concentration, Anne meurt du typhus en 1945, peu après sa sœur Margot. Seul son père survivra et fera publier le journal de sa fille. Dans son journal, Anne s'adresse à Kitty, son amie imaginaire. Vendredi 20 novembre 1942. Chère Kitty, nous ne savons pas très bien quelle attitude adopter. Jusqu'à présent, assez peu de nouvelles concernant les Juifs étaient parvenues jusqu'à nous, et il nous avait paru préférable de conserver autant que possible notre bonne humeur. Les rares fois où Miep laissait échapper une allusion au sort effroyable de quelqu'un que nous connaissions, maman ou madame Van Damme éclatait en sanglots. Si bien que Miep avait choisi de ne plus rien dire. Médusel a été immédiatement assailli de questions. Et les histoires qu'il nous a racontées étaient si atroces et si barbares qu'elles ne pouvaient pas entrer par une oreille et sortir par l'autre. Pourtant, quand ces nouvelles auront un peu décanté, nous recommencerons sans doute à plaisanter et à nous taquiner. Nous ne nous aidons pas nous-mêmes, ni ceux du dehors, en restant sombres, comme nous le sommes tous en ce moment. Et à quoi sert-il de faire de l'annexe une annexe mélancolique? Dans tout ce que je fais, je ne peux pas m'empêcher de penser aux autres, à ceux qui sont partis. Et quand quelque chose me fait rire, je m'arrête avec effroi et me dis que c'est une honte d'être aussi gai. Mais faut-il donc que je pleure toute la journée? Non, c'est impossible. Et ce cafard va bien finir par passer. À cette tristesse vient s'en ajouter une autre, mais d'origine personnelle, et qui paraît négligeable auprès de la détresse dont je viens de parler. Pourtant, je ne peux m'empêcher de te dire que ces derniers temps,
Je commence à me sentir très seule. Il y a un trop grand vide autour de moi. Autrefois, je n'y réfléchissais pas autant. Et mes petits plaisirs et mes amis occupaient toute ma pensée. Aujourd'hui, je pense soit à des choses tristes, soit à moi-même. Et en fin de compte, j'ai découvert que papa, malgré sa gentillesse, ne peut pas remplacer à lui seul tout mon petit monde d'autrefois. Il y a longtemps que maman et Margot ne comptent plus dans mes sentiments. Mais pourquoi t'ennuyer avec de telles sottises? Je suis terriblement ingrate, Kitty, je le sais. Mais souvent, la tête me tourne lorsque je me fais trop gronder. Et qu'en plus, je ne cesse de penser à toutes ces choses sinistres. Bien à toi, Anne. Merci Camille. Bon, bah écoutez, on vient d'écouter les 13 petits champions de l'Hérault lire leurs textes. Je pense que ça a demandé au jury beaucoup de concentration parce que ça va assez vite quand même. Donc on va leur laisser un petit temps de délibération. Donc, comme vous êtes quand même fatigués parce que ça y est, on se relâche, ça va mieux, on vous a préparé un petit goûter dans le Café des Lettres. Donc je vous invite à sortir de la salle, à prendre une petite pause, à profiter du petit goûter, et dans un petit quart d'heure environ, vous reviendrez et on pourra faire l'annonce des résultats. Eh bien, le choix, vous l'imaginez, a été très, très, très difficile. Vraiment difficile. On n'était pas toutes d'accord, mais il a bien fallu choisir le lauréat. Et donc, la petite championne de la lecture de l'Hérault, c'est Léa Pacheco. Voilà. Je te remets donc le diplôme, le petit champion de la lecture, et un livre. Pardon, pas le stylo. Et félicitations Léa.